Les volants de dentelle de ma robe de mariée chatouillaient mes chevilles, tandis que je traversais le couloir tapissé de lierre de la vieille orangerie, reconvertie en salle de réception. L'air était saturé du parfum entêtant des roses blanches et du lit mêlé à l'effervescence joyeuse de la foule. Dehors, le soleil de juin déclinait doucement, peignant le ciel de teintes pastel qui se reflétait sur les verrières. C'était le jour le plus attendu de ma vie, l'aboutissement d'une histoire d'amour que je croyais tout droit sortie d'un roman. Alexandre. Son nom seul suffisait à faire vibrer une corde sensible en moi, une mélodie douce et familière qui m'accompagnait depuis près de 5 ans. 5 années de rires partagés, de confidences nocturnes, de voyages improvisés, de soutien indéfectible. Il était mon ancre, mon confident, mon âme sœur. Tout en remontant la légère pente qui menait à la terrasse, je revoyais notre rencontre, banale en apparence. Un café renversé sur un trottoir bondé, mais qui avait instantanément allumé une étincelle. Ses yeux, d'un bleu profond comme l'océan, s'étaient excusés silencieusement avant de s'illuminer d'un sourire franc qui avait désarmé ma contrariété. Il m'avait raconté plus tard qu'il avait su, à cet instant précis, que ma maladresse était le signe du destin. Je m'étais moquée, bien sûr, mais au fond de moi, j'y avais secrètement cru. La demande en mariage avait été tout aussi parfaite. Sur la plage déserte d'une petite crique grecque, au coucher du soleil, le vent salin dans mes cheveux, le bruit des vagues apaisant, et lui, agenouillé devant moi, avec une bague simple et élégante, dont l'éclat rivalisait avec celui de ses larmes de bonheur. J'avais dit oui avant même qu'il n'ait fini sa phrase, mon cœur explosant de joie. Les mois de préparation avaient été intenses, mais merveilleux. Choisir la robe, le lieu, les menus, les fleurs. Chaque détail avait été réfléchi ensemble dans une harmonie parfaite. Nos familles s'étaient entendues à merveille. Nos amis s'étaient investis pour faire de ce jour un événement inoubliable. Tout était en place. Tout était parfait. Je m'arrêtais un instant au bord de la terrasse, dominant les invités qui bavardaient gaiement autour des tables dressées avec élégance. Les guirlandes lumineuses s'allumaient discrètement dans les arbres, créant une atmosphère féerique. Je cherchais Alexandre du regard. Il était près du bar, entouré de ses témoins, son costume sombre soulignant sa silhouette élancée. Il riait, un rire franc et chaleureux qui réchauffait mon âme. Il leva la tête à ce moment-là et nos regards se croisèrent, coquets. Un sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire chargé de promesses et de tendresse infinie. Le même sourire qui m'avait conquise le premier jour. Mon cœur fit un bond. J'étais si heureuse, si comblée. J'allais passer le reste de ma vie avec cet homme incroyable. Notre première danse sur la vie en rose, choisie parce qu'elle symbolisait pour nous cette existence teintée de bonheur qu'il m'avait fait découvrir, fut un moment suspendu dans le temps. Blotti dans ses bras, je sentais son souffle chaud sur mon cou, le rythme apaisant de son cœur contre ma poitrine. J'ai murmuré « Je t'aime » et il a serré un peu plus fort son étreinte en répondant « Je t'aime plus que tout ». Les applaudissements et les cris de joie des invités nous ont ramenés à la réalité. Mais cette bulle de bonheur a persisté, m'enveloppant d'une douce chaleur. La soirée battait son plein. Les discours, tantôt émouvants, tantôt hilarants, avaient arraché des larmes et des éclats de rire. Le dîner était délicieux, le vin coulait à flots. L'orchestre jouait des airs entraînants et la piste de danse ne désemplissait pas. Mes pieds me faisaient mal dans mes chaussures à talons, mais l'adrénaline et le bonheur m'empêchaient de m'en soucier. Je dansais avec mon père, puis avec mon beau-père, chaque instant gravé dans ma mémoire comme un trésor.
Je voyais ma mère rire, aux éclats, avec les parents d'Alexandre, mes amis se déchaîner sur la piste, mes témoins trinquer avec les siens. C'était la célébration de notre amour, entouré de tous ceux qui nous étaient chers. Un rêve éveillé. Vers minuit, la fatigue commençait à se faire sentir. Le rythme de la soirée ralentissait doucement. Certains invités commençaient à partir, d'autres se regroupaient pour discuter plus calmement. Alexandre avait disparu depuis quelques minutes, probablement aux toilettes ou pour prendre l'air un instant. Je m'assis sur une chaise un peu à l'écart, profitant de ce moment de répit pour observer la scène. La lumière tamisée, les visages heureux. Le jeune John Han murmure des conversations. C'était beau, si beau. Une de mes témoins, Sarah, s'approcha, un verre à la main. « Ça va, princesse? Tu as l'air dans la lune. » « Je suis juste heureuse, épuisée, mais tellement heureuse. C'est parfait, Sarah. Tout est parfait. Tu l'as bien mérité. Regarde-le, ton prince charmant. » Sarah pointa du doigt la direction des cuisines. Je tournai la tête. J'aperçus Alexandre dans l'embrasure d'une porte de service qui donnait sur l'extérieur. Il n'était pas seul. Une femme lui faisait face. Je ne la connaissais pas. Elle portait une robe rouge flamboyante qui contrastait avec les teintes plus sobres des invités. Elle avait de longs cheveux noirs et se tenait très près d'Alexandre. Il parlait à voix basse. Instinctivement, mon sourire s'est figé. Pourquoi était-il là, à l'écart? Et pourquoi cette femme me semblait-elle si familière, sans que je puisse mettre un nom sur son visage? Je me levai discrètement, l'intention d'aller les rejoindre. Peut-être qu'il s'agissait d'une cousine éloignée que j'avais oubliée, ou d'une connaissance de travail. Mon cœur, qui quelques instants plus tôt débordait de joie, commença à se serrer, une sensation désagréable de froid montant le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose clochait. Leur posture, leur proximité, ce n'était pas celle de simples amis ou connaissances faisant la conversation. Ils se tenaient trop près, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. La femme posa une main sur le bras d'Alexandre. Il ne la repoussa pas. Mon souffle se coupa. Je m'approchai doucement, essayant de ne pas me faire remarquer dans l'ombre naissante. Le murmure de leur voix parvint jusqu'à moi, indistincte au début, puis plus claire à mesure que j'avançais. « Tu es sûre qu'elle ne suspecte rien ?» demanda la femme, sa voix grave et légèrement rauque. Alexandre répondit, d'une voix que je reconnus immédiatement, mais avec un ton que je ne lui connaissais pas, empreint d'une étrange nonchalance. « Non, elle est absorbée par son bonheur. Elle ne voit rien. Absorbée par son bonheur, mon bonheur, le bonheur que j'avais cru construire avec lui. » Les mots m'arrivèrent comme des coups de poing. Je m'arrêtai net, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Mes mains tremblaient légèrement. Je ne comprenais pas. De quoi parlait-il? Qu'est-ce que je ne voyais pas? « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» reprit la femme à la robe rouge. Alexandre soupira, un son qui me transperça. « Maintenant, je dois y retourner. C'est le jour J, n'est-ce pas? Il faut que je joue mon rôle jusqu'au bout. » Jouer son rôle. Les mots résonnèrent dans mon esprit, vides de sens et pourtant si lourdes de menaces. Quel rôle, quel jeu! Mes jambes refusaient d'avancer, figées sur place par une horreur grandissante. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. « Ça ne va pas durer, j'espère, cette mascarade », dit la femme avec une pointe d'impatience. « Non, non, juste le temps qu'il faut. Je vais trouver un moyen. Il le faut. Trouver un moyen. Mascarade. Jouer son rôle.
Chaque mot s'enfonçait plus profondément en moi, lacérant la vision idyllique que j'avais de cette soirée, de ma vie. Qui était cette femme? De quoi parlait-il? Une terrible suspicion, froide et venimeuse, commença à se propager dans mes veines. Mon regard tomba sur les mains d'Alexandre. Il tenait la main de la femme, à la robe rouge. Ses doigts étaient entrelacés avec les siens, et elle caressait son poignet avec son pouce. Un geste intime, évident. À cet instant, une fraction de seconde où le monde semblait s'être arrêté, la femme se tourna légèrement, et la lumière de la porte éclaira son visage. Mon sang se glaça. C'était Sophie. Sophie Dubois, mon amie d'enfance, ma meilleure amie. Celle qui était censée être ma demoiselle d'honneur, mais qui avait annulé sa venue à la dernière minute pour une urgence familiale à l'autre bout du pays. L'excuse parfaite. L'excuse qui leur avait permis d'être ici, ensemble, dans l'ombre, le jour de mon mariage. La pièce a semblé tournoyer autour de moi. Le bruit de la fête est soudainement devenu assourdissant et lointain à la fois. Mon corps tout entier s'est mis à trembler. Je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient, ce que mes oreilles entendaient. Alexandre, mon mari, et Sophie, ma Sophie, ensemble, à mon mariage, parlant d'une mascarade, parlant de moi comme si j'étais une intruse dans ma propre vie. La douleur qui a déferlé sur moi était d'une violence inouïe, comme si on m'arrachait le cœur à vif. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, un sanglot muet m'étranglant. Je ne pouvais pas parler, pas bouger, pas crier. J'étais pétrifiée, figée dans l'horreur de cette découverte. Alexandre, Sophie, ma meilleure amie, mon mari. Le voile de bonheur qui avait enveloppé cette journée a été brutalement arraché, révélant une réalité sordide et dévastatrice. Le mariage parfait, le prince charmant, la vie en rose. Tout n'était qu'un mensonge, une construction fragile qui venait de s'effondrer en un instant. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée là, les jambes comme pétrifiées, le regard fixé sur eux. Mon esprit était un chaos, incapable de traiter l'information, de donner un sens à cette trahison inimaginable. C'était pire qu'un coup de couteau dans le dos. C'était comme si les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, les deux piliers de ma vie en dehors de ma famille, s'étaient alliés pour me détruire. Alexandre s'approcha de Sophie, pencha la tête et l'embrassa. Un baiser long, profond, sans aucune ambiguïté. Sous mes yeux, le jour de notre mariage, le monde entier s'est arrêté. Le bruit de la fête s'est tu. Il n'y avait plus que ce baiser, cette trahison et le vide sidéral qui s'ouvrait sous mes pieds. Un gémissement m'échappa, si faible que je me demandais si je l'avais réellement émis. Mais il fut suffisant. Ils se séparèrent brusquement et tournèrent la tête dans ma direction. Leurs yeux s'écarquillèrent en me voyant debout là, dans ma robe de mariée souillée par l'horreur, mon visage probablement ravagé par la douleur et l'incompréhension. Leurs visages, quelques secondes plus tôt complices et amoureux, se vidèrent de leur couleur. La surprise, puis une panique mal dissimulée, les envahit. Sophie porta une main à sa bouche. Alexandre fit un pas vers moi, son visage pâle comme un linge. Mais il était trop tard. Le mal était fait, irréparable. La vision de leur baiser brûlait ma rétine, un souvenir indélébile qui me hanterait à jamais. Mon mari, le jour de notre mariage, avec ma meilleure amie, la femme qui devait être à mes côtés, me soutenir, partager ma joie. Il m'avait trahi, il m'avait
Menti? Pendant combien de temps? La question se tortilla dans mon esprit, ajoutant une couche supplémentaire de souffrance à la blessure béante. Était-ce récent? Ou cela durait-il depuis des mois, des années? Toute notre relation était-elle basée sur un mensonge? Les souvenirs heureux des 5 dernières années se brisèrent en 1000 éclats, chaque fragment reflétant une possible duperie, une fausse promesse. Les mots que j'avais entendus, la mascarade, le rôle à jouer, tout prenait un sens horrible. Il se moquait de moi. Il se moquait de notre mariage. C'était une mise en scène, et j'étais la principale actrice, complètement inconsciente de la pièce sordide qui se jouait dans les coulisses. Une nausée me souleva l'estomac. J'avais envie de crier, de hurler, de tout casser. Mais ma voix restait prisonnière, étouffée par la violence des émotions. J'ai senti les larmes monter, brûlantes, brouillant ma vision. Des larmes de rage, de tristesse, d'humiliation, des larmes qui lavaient le peu de dignité qui me restait. Alexandre balbutia quelque chose, mon nom, je crois, mais les mots n'atteignirent pas mon esprit. Sa voix que j'aimais tant n'était plus que du bruit, un bruit associé à la trahison. Je reculais d'un pas, puis d'un autre, instinctivement, comme pour fuir un danger mortel. Je devais m'éloigner d'eux, de leurs mensonges, de cette scène insupportable. Ma robe de mariée, symbole de mon rêve brisé, me semblait incroyablement lourde, m'entravant dans ma fuite. Je tournais les talons, ignorant leurs appels chuchotés. Je devais sortir de là, tout de suite, loin des rires qui me paraissaient maintenant cruels, loin des regards qui, je le craignais, sauraient que j'étais la risée de la soirée, loin de l'homme que j'avais épousé quelques heures plus tôt et qui venait de me prouver qu'il ne m'aimait pas. Pas vraiment, pas assez. Je traversais la terrasse comme un automate, mon regard perdu dans le vide. Les visages des invités, quelques instants plus tôt familiers et bienveillants, me semblaient désormais flous et indistincts. J'entendais vaguement des gens m'interpeller, des questions. « Ça va, Chloé? Tu es pâle. » Mais je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mon seul objectif était de sortir, de respirer de l'air frais, loin de cette atmosphère confinée et étouffante, saturée de mensonges. J'ai traversé la salle principale, le bruit de la musique et des conversations s'intensifiant, puis j'ai atteint les grandes portes vitrées qui donnaient sur les jardins. L'air frais de la nuit a frappé mon visage, apportant un léger soulagement. J'ai continué à marcher, les pieds me portant sans que j'aie à y penser, m'enfonçant dans l'obscurité relative du parc, guidé seulement par le besoin urgent de m'éloigner. Derrière moi, j'entendais des voix s'élever, s'affoler, des cris, des questions. Je savais qu'Alexandre et Sophie me cherchaient. Je savais que ma fuite en pleine réception de mariage allait créer un scandale. Mais à cet instant, je m'en moquais, éperdument. Mon cœur était une masse de douleurs brutes. Chaque battement, une torture. La trahison, l'humiliation. C'était insupportable. Je courus sans savoir où j'allais, les larmes brouillant complètement ma vision, ma robe de mariée s'accrochant aux buissons et aux branches basses. J'ai trébuché, suis tombée à genoux sur l'herbe mouillée de rosée. La douleur physique de la chute était insignifiante comparée à la douleur morale qui me déchirait. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, et les sanglots que j'avais contenus avec tant de peine ont éclaté, violents et incontrôlables. Des cris rauques de souffrance sortaient de ma gorge, des cris qui ne ressemblaient pas aux miens, des cris d'animal blessé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, pleurant le mariage qui venait de mourir avant même d'avoir réellement commencé, pleurant l'amour que je croyais partager,
pleurant l'amitié trahie, pleurant ma propre naïveté. L'écho de ma propre détresse résonnait dans le silence relatif du parc. J'étais seule avec ma douleur, seule avec la certitude que ma vie, telle que je l'imaginais, venait de s'arrêter net. J'étais mariée à l'homme que j'aimais, mais il m'avait trompée le jour de notre mariage. L'ironie cruelle de la situation me frappait de plein fouet. Le jour le plus heureux, transformé en le pire cauchemar. Comment allait-on se relever d'une chose pareille? Comment pouvais-je même envisager de regarder Alexandre à nouveau, de lui parler, de le toucher, sachant ce que je savais? Comment pouvais-je faire semblant que rien ne s'était passé, alors que mon monde venait de s'effondrer? La réponse était simple et terrifiante. Je ne pouvais pas. J'ai relevé la tête, mon visage trempé de larmes et de morve, ma robe de mariée salie par la terre et l'herbe. Elle n'était plus le symbole de pureté et de bonheur, mais une parodie grotesque, le linceul de mes illusions perdues. Dans le lointain, j'entendais toujours les bruits de la fête, de plus en plus faibles. Étaient-ils toujours en train de danser, de rire, pendant que j'étais là, brisée dans l'obscurité? L'idée me paraissait obscène. Mon regard s'est posé sur la silhouette illuminée de l'orangerie qui brillait au milieu de la nuit comme un phare. Un phare qui, pour moi, ne représentait plus l'espoir et la joie, mais la trahison et le mensonge. Je ne pouvais plus y retourner. Pas maintenant, peut-être jamais. Une voix masculine m'appela doucement. « Chloé? Mon Dieu, Chloé, qu'est-ce que tu fais là? » C'était mon père. Il avait dû me chercher partout. Son visage inquiet se pencha sur moi dans la pénombre. Il vit mon état, ma robe, mes larmes. Son regard se durcit. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Alexandre? Sa voix était empreinte d'inquiétude et d'une pointe de colère latente. Comment pouvais-je lui dire? Comment pouvais-je lui expliquer que l'homme en qui il avait mis sa confiance, l'homme à qui il venait de donner sa fille, était un menteur et un traître? Je n'ai pas pu parler. J'ai juste secoué la tête, les sanglots reprenant de plus belle. Mon père s'est accroupi à côté de moi, m'a serré fort dans ses bras. Son étreinte paternelle, habituellement si rassurante, ne parvenait pas à apaiser la tempête qui faisait rage en moi. J'avais froid, un froid qui venait de l'intérieur, un froid glacial et définitif. Mon père me souleva doucement. « Allez, ma puce, on rentre. » Rentrer? Rentrer où? Dans cette fête où mon mari venait de me tromper? Non, je ne veux pas y retourner, papa, ai-je murmuré d'une voix cassée. Je ne peux pas. Il comprit immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de grave, quelque chose qui dépassait une simple crise de nerfs ou une fatigue passagère. Son regard interrogea le mien, cherchant une explication que je n'étais pas capable de donner. Il ne posa plus de questions, se contentant de me soutenir pendant que je me remettais debout, les jambes toujours chancelantes. Il passa un bras autour de mes épaules, m'entraînant loin de l'orangerie, vers les voitures garées à l'extérieur. Le silence qui s'était installé entre nous était lourd de non-dits. Comment allais-je lui expliquer? Comment allais-je expliquer à ma mère, à mes amis, à tout le monde, que le conte de fées venait de tourner au vinaigre en l'espace d'un baiser volé dans l'ombre? Alors que nous nous dirigions vers la sortie, j'ai aperçu au loin, près de l'entrée de l'orangerie, la silhouette d'Alexandre et celle de Sophie. Ils se tenaient côte à côte, regardant dans ma direction, leurs visages toujours aussi pâles sous la lumière des projecteurs. Je les ai fixés un instant, sentant la rage et le dégoût remplacer la douleur. Comment osaient-ils? Après ce qu'ils avaient fait, ils étaient toujours là, ensemble, me regardant partir.
J'ai détourné le regard, incapable de supporter la vue de leur complicité, même dans leur panique. Mon père m'a fait monter dans une voiture, et quelques instants plus tard, le domaine s'éloignait dans la nuit, emportant avec lui les ruines de ma vie. J'étais assise sur le siège arrière, ma robe de mariée étalée autour de moi comme une nappe mortuaire. Le silence dans la voiture était pesant. Mon père conduisait, le regard fixé sur la route. Ma mère était assise à l'avant, tournée vers moi, ses yeux remplis d'une inquiétude muette. Elle ne disait rien, attendant que je sois prête à parler. Mais je ne l'étais pas. Les images défilaient dans ma tête. Le sourire d'Alexandre à l'autel, sa main dans la mienne pendant la cérémonie, notre première danse, puis ce baiser, leur visage, les mots. La transition était brutale, déchirante. Je me sentais salie, trahie, stupide. Comment n'avais-je rien vu? Y avait-il eu des signes, des regards échangés, des absences inexpliquées, des mensonges à propos de Sophie? Tout ce que je pouvais me rappeler n'était que perfection et bonheur, un tableau idyllique que j'avais moi-même peint avec les pinceaux de l'amour et de la confiance. Et maintenant, ce tableau était éclaboussé par la boue de la trahison. Ma mère finit par briser le silence d'une voix douce. « Chérie, dis-nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Alexandre ?» Son instinct maternel avait vu juste. C'était Alexandre. C'était eux deux. J'ai hésité un long moment, cherchant les mots, cherchant le courage de prononcer l'impensable. Comment dire à ses parents, le jour de son mariage, que son nouveau mari l'a trompée avec sa meilleure amie? La honte était immense, mais la douleur l'était encore plus. Finalement, d'une voix à peine audible, j'ai murmuré « Je les ai vus. Papa, maman, je les ai vus s'embrasser, Alexandre et Sophie, le jour de notre mariage. » Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau, créant des ondes de choc dans l'habitacle silencieux. Ma mère a étouffé un cri. Mon père a serré les poings sur le volant, sa mâchoire se contractant. Le silence était revenu, encore plus lourd qu'avant, chargé de l'incrédulité et de la colère de mes parents. C'était dit, le secret sordide était révélé à ceux qui m'aimaient le plus. Ma mère s'est tournée vers moi, ses yeux embués de larmes. « Sophie? Sophie Dubois? Mais comment? Quand? Pourquoi ?» Les questions jaillissaient, le reflet de la confusion et du choc qui devait les envahir. Je n'avais pas les réponses. Je n'avais que la certitude de ce que j'avais vu et entendu. J'ai raconté, tant bien que mal, entre deux sanglots, ce que j'avais vu près des cuisines. Leurs mots sur la mascarade, sur le rôle à jouer, la façon dont Sophie avait caressé sa main, leurs baisers, leur visage quand ils m'avaient vu. Plus je racontais, plus la réalité de la situation me frappait avec violence. Ce n'était pas un cauchemar, c'était réel, horriblement réel. Mon père s'est arrêté sur le bas-côté d'une petite route déserte. Il a coupé le moteur. Dans le silence de la nuit, on n'entendait que mes sanglots et le bruit lointain des insectes. Il a tourné la tête vers moi, son visage sombre, empreint d'une rage contenue. Cet enfoiré. Comment a-t-il pu te faire ça, le jour de votre mariage? Sa voix tremblait. Il voulait se lever, retourner là-bas, le confronter. Je le savais. Il voulait défendre sa fille, la protéger de la douleur que cet homme lui infligeait. Mais j'ai posé ma main sur son bras. « Non, papa, laisse, ce n'est plus la peine. » L'énergie nécessaire pour cette simple phrase m'a épuisée. J'étais vidée, émotionnellement et physiquement.
J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Le poids de la trahison était écrasant. Ma mère s'est approchée de moi et m'a prise dans ses bras, me berçant doucement comme si j'étais à nouveau une petite fille. Ma chérie, ma pauvre chérie. Les mots simples, pleins d'amour et de compassion, ont fait ressortir une nouvelle vague de larmes. J'étais brisée, complètement brisée. Nous sommes rentrés à la maison, dans la maison de mon enfance, loin de la fête, loin de l'homme qui était censé être mon mari. Ma robe de mariée traînait sur le sol de ma chambre, une masse informe de dentelle et de soie, maculée et déchirée. Je l'ai regardée un long moment, incapable de la toucher, incapable de l'enlever. Elle était la preuve tangible de mon échec, le symbole de mon humiliation. Les heures qui ont suivi ont été floues. Des appels téléphoniques de la part d'invités inquiets, de témoins affolés. Mes parents ont géré, expliquant vaguement que j'avais eu un malaise, qu'il fallait que je me repose. Le scandale était contenu pour l'instant, mais il allait éclater tôt ou tard. Et quand il éclaterait, tout le monde saurait. Tout le monde saurait que Chloé, la mariée radieuse, avait été trompée le jour de son mariage par son mari et sa meilleure amie. La honte me rongeait. Comment allais-je pouvoir affronter le regard des gens? Comment allais-je pouvoir expliquer l'inexplicable? Je suis restée enfermée dans ma chambre, incapable de dormir. Le soleil a fini par se lever, pâle et indifférent à ma souffrance. Il éclairait ma robe de mariée gisant sur le sol, accentuant sa salissure, sa laideur. L'idée de rester dans cette robe une minute de plus m'a paru insupportable. J'ai défait les boutons dans le dos avec des doigts maladroits et fait glisser le tissu lourd de mes épaules. Il est tombé en un tas à mes pieds. J'ai regardé mes pieds nus, sales, au milieu de cette masse blanche. J'ai ramassé la robe, les plié sans ménagement et les rangé au fond de mon placard, derrière d'autres vêtements, comme si je voulais l'enterrer, l'effacer de mon existence. Je me suis glissée dans un vieux jean et un pull confortable, des vêtements familiers qui offraient un semblant de normalité dans ce chaos. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était bouffi par les larmes, mes yeux cernés et rougis. Je ne me reconnaissais pas. Cette femme brisée, au regard vide, n'était pas la mariée radieuse de la veille. J'avais l'impression d'être passée à travers une broyeuse et d'en être ressortie en morceaux. Mon téléphone a sonné. C'était Alexandre. Son nom s'affichait sur l'écran, un rappel cruel de ce qu'il représentait désormais. J'ai hésité un long moment avant de répondre. La peur, la colère, la tristesse se mélangeaient en moi. Que voulait-il? Des excuses? Des explications? Quelque chose d'autre encore? Finalement, d'une main tremblante, j'ai appuyé sur l'écran. Chloé? Mon Dieu, Chloé, où es-tu? J'étais tellement inquiet. Sa voix était un mélange d'inquiétude et de soulagement. L'inquiétude semblait sincère, ce qui m'a perturbée. Comment pouvait-il être inquiet pour moi après ce qu'il avait fait? Était-il un si bon acteur? « Je suis chez mes parents », ai-je répondu d'une voix froide et plate, qui ne ressemblait pas à la mienne. « Oh, ok. Écoute, il faut que tu me laisses t'expliquer, s'il te plaît. » Expliquer? Qu'y avait-il à expliquer? J'avais tout vu, tout entendu. Il m'avait trompée le jour de notre mariage avec ma meilleure amie. Il n'y avait pas d'explication possible à une telle trahison. Pas d'excuse valable. Expliquer quoi, Alexandre? Que tu baisais ma meilleure amie le jour de notre mariage? C'est ça que tu veux expliquer? Les mots sont sortis, acerbes, chargés de toute la douleur et la rage que je ressentais. J'entendais ma voix trembler, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un silence s'est installé au bout du fil.
Un long silence pesant. Puis, sa voix basse et hésitante. Ce n'est pas aussi simple que ça, Chloé. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne dis pas ça? Mais c'est la vérité, non? J'ai vu Alexandre. J'ai tout vu. Et j'ai tout entendu. Ne me mens pas davantage. Je ne te mens pas. Enfin si, je t'ai menti, mais ce n'est pas ce que tu crois. Pas exactement. S'il te plaît, on peut se voir? Parler calmement? Calmement? Comment pouvait-il même envisager que je puisse parler calmement de ça? Mon cœur battait à tout rompre. J'avais envie de crier, de l'insulter, de lui raccrocher au nez. Mais une petite voix en moi, la voix stupide de l'amour et de l'espoir brisé, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Une part de moi, aussi ridicule que cela puisse paraître, cherchait une justification, une raison qui rendrait cette horreur un peu moins insupportable. Je ne sais pas, Alexandre. Je ne sais pas si je peux. S'il te plaît, Chloé, pour nous, juste pour qu'on puisse en parler. Je suis devant chez tes parents. Je suis venue dès que j'ai pu. Il était là, devant la maison. Ma première réaction fut la panique. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas affronter son regard, son visage qui, hier encore, représentait tout pour moi et qui aujourd'hui n'était plus que le symbole de la trahison. Non, je ne peux pas, je ne suis pas prête. Pars, Alexandre, pars tout de suite. Chloé, s'il te plaît, sa voix était suppliante. Cela me fit encore plus mal. Voir son visage en détresse aurait été insupportable. J'ai raccroché, brutalement. J'ai coupé l'appel, laissant le silence reprendre sa place, rompu seulement par les battements erratiques de mon propre cœur. Je suis restée là, le téléphone à la main, fixant la porte de ma chambre, comme si elle allait s'ouvrir et qu'Alexandre allait surgir. Mais il n'est pas venu. Il est resté dehors, devant la maison. J'ai entendu le bruit de sa voiture démarrer quelques minutes plus tard et s'éloigner. Il était parti. Pour l'instant, la journée a été longue et éprouvante. Mes parents ont été incroyables, protecteurs et compréhensifs. Ils n'ont pas posé plus de questions que nécessaire, se contentant d'être là, présents, offrant leur amour inconditionnel. J'ai passé la journée à errer dans la maison, incapable de trouver le repos, incapable de manger. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. Alexandre et Sophie, leurs baisers, leurs mots. La trahison était une blessure qui ne cessait de s'agrandir, infectant mon corps et mon esprit. Ma mère a fini par m'emmener faire une longue promenade dans les champs derrière la maison, l'air frais, l'immensité du paysage, le bruit du vent dans les arbres. C'était un petit baume sur ma douleur vive. J'ai marché longtemps, sans but, juste pour avancer, pour mettre de la distance entre moi et ce qui s'était passé. Nous avons parlé un peu de choses et d'autres, évitant le sujet douloureux. Elle savait que j'avais besoin de temps pour assimiler, temps pour comprendre, temps pour décider. En rentrant épuisée, je suis passée devant le salon. La télévision était allumée, diffusant des nouvelles insignifiantes. Mon regard s'est arrêté sur la table basse. Il y avait des journaux, des magazines. Mon regard a été attiré par la une d'un magazine People local. En gros titre, « Mariage de rêve pour Alexandre et Chloé ». Et en dessous, une photo de nous deux, radieux, sortant de l'église, sous une pluie de pétales de roses. Nous sourions. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. Une photo du bonheur qui n'existait plus. Une photo d'un mensonge. J'ai attrapé le magazine et l'ai déchiré en 1000 morceaux, les larmes montant à nouveau. La rage.
encore et toujours la rage, contre lui, contre elle, contre moi d'avoir été si aveugle, si stupide. Cette nuit-là, le sommeil m'a enfin accueilli, un sommeil lourd et agité, peuplé de cauchemars. Je revoyais la scène en boucle, entendant leur voix, sentant l'odeur des roses mêlée à celle du mensonge. Je me réveillais en sursaut, en nage, le cœur battant la chamade, et la terrible réalité me frappait à nouveau. J'étais mariée, et mon mari m'avait trompée le jour de notre mariage. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de torpeur et de crises de larmes. Je refusais de parler à quiconque, à l'exception de mes parents. Mes amis appelaient, inquiets, demandant des nouvelles. Je ne pouvais pas leur parler. Je ne pouvais pas leur dire. La honte était trop grande. J'ai demandé à ma mère de dire que j'étais malade, que j'avais attrapé un virus le soir du mariage. Une excuse bidon, je le savais, mais qui me donnait un répit, un peu de temps, avant d'affronter la vérité. Sophie a essayé de me contacter. Des messages, des appels, des messages où elle disait qu'elle était désolée, qu'elle voulait tout m'expliquer, que ce n'était pas ce que je croyais. Des mensonges, toujours des mensonges. Je n'ai jamais répondu. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais pas entendre sa voix qui, quelques jours plus tôt, était celle de ma meilleure amie, de ma confidente, et qui était maintenant associée à la trahison la plus ignoble. J'ai bloqué son numéro. Je ne voulais plus jamais la voir, plus jamais lui parler. Elle n'existait plus pour moi. Alexandre continuait également d'appeler et d'envoyer des messages où il me suppliait de lui parler, où il disait qu'il m'aimait, que j'étais la seule, que tout ça était une erreur, un malentendu, qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Ces mots me semblaient creux, vides de sens. Comment pouvait-il dire qu'il m'aimait après ce qu'il avait fait? Comment pouvait-il nier l'évidence de leurs baisers, de leurs paroles? J'ai lu ces messages avec un sentiment de dégoût. Chaque mot était une insulte à mon intelligence, à mon cœur brisé. Je n'ai pas bloqué son numéro tout de suite. Je voulais voir jusqu'où il irait dans ses tentatives de manipulation, dans ses mensonges. Il m'a envoyé des bouquets de fleurs, des lettres manuscrites, des cadeaux, tout ce qui, avant, aurait fait battre mon cœur de joie, me laissait maintenant complètement indifférente. Ses gestes ne réparaient rien. Ils ne faisaient qu'accentuer l'absurdité de la situation. Puis, il est revenu, devant la maison. Ma mère est venue me dire qu'il était là, qu'il insistait pour me parler. J'ai hésité. Une partie de moi voulait se cacher, ne jamais le revoir. Une autre, celle qui commençait à se relever, à se fortifier dans la douleur, voulait l'affronter, lui dire en face ce que je pensais, lui rendre toute la douleur qu'il m'avait infligée. Je suis descendue. Mes jambes tremblaient, mais j'ai marché d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Mes parents se tenaient un peu à l'écart, me laissant gérer la situation, mais prêts à intervenir si nécessaire. J'ai ouvert la porte. Il était là, sur le seuil, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Il portait les mêmes vêtements que le soir du mariage, froissés et défraîchis. Il avait l'air perdu, misérable. La vue de son mal-être ne m'a procuré aucune satisfaction, juste du vide. « Chloé » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je l'ai regardé sans un mot. Mon regard était froid, dénué de toute émotion. J'ai attendu. « Je suis tellement désolée » a-t-il dit, les larmes montant dans ses yeux. « Je sais que je n'ai aucune excuse. Je sais que j'ai tout gâché. Le plus beau jour de ta vie, de notre vie. » « Notre vie » ai-je répété, la voix teintée d'amertume.
Quelle vie, Alexandre, celle que tu construisais en secret avec Sophie? Il a baissé les yeux. Non, 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 Chloé, je t'en supplie. Ça n'a rien à voir avec ça, avec elle. C'est compliqué. Complicé? Qu'y a-t-il de compliqué à tromper sa femme avec sa meilleure amie le jour de son mariage? C'est on ne peut plus simple, Alexandre. C'est lâche, c'est méprisable. Ma voix s'était élevée, ma colère reprenant le dessus. Je sentais les larmes me piquer les yeux, mais je refusais de pleurer devant lui. Il ne méritait pas mes larmes. Je t'aime, Chloé, je t'aime vraiment. Cette chose avec Sophie, c'était stupide. Une erreur, un moment de folie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La pression du mariage, tout ça. La pression? La pression t'a poussé dans les bras de ma meilleure amie? C'est ça ton excuse? J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux et douloureux. C'est la pire excuse que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas une excuse. C'est... J'ai paniqué. Je me suis sentie piégée. Pas par toi. Jamais par toi, mais par l'engagement, par l'ampleur de tout ça. Et Sophie, elle était là. Elle a compris. On a parlé. Et c'est arrivé. C'était une seule fois, Chloé, je te le jure. Juste ce soir-là. Une seule fois. Le jour de notre mariage. Ce n'était pas une circonstance atténuante. C'était une circonstance aggravante. Et l'idée qu'il puisse croire que je le croirais, qu'une seule fois rendait la trahison moins douloureuse, moins dévastatrice, m'écœurait. Une seule fois, ai-je répété, incrédule. Une seule fois le jour de ton mariage, devant les cuisines, et les mots que j'ai entendus, mascarade, jouer mon rôle, ça aussi c'était une seule fois. Il a de nouveau baissé les yeux. Sa pâleur s'accentuait. Il ne pouvait pas nier ça. Ces mots, il ne voulait pas dire ce que tu penses. Pas vraiment. Arrête de mentir, Alexandre. Arrête! J'ai entendu. J'ai vu. C'est la réalité. C'est toi. C'est elle. Ensemble. Le jour où tu m'as épousée. J'ai senti mes forces m'abandonner. J'étais épuisée par cette confrontation, épuisée par la douleur, par la colère, par la honte. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Ai-je dit, ma voix redevenant basse et tremblante. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas vivre avec ça, avec ce que tu as fait, avec ce que vous avez fait. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le cœur serré. Je ne peux pas te pardonner, Alexandre. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je suis rentrée dans la maison sans un mot de plus, le laissant seul sur le perron. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis adossée contre elle, fermant les yeux, essayant de reprendre mon souffle. J'avais réussi à parler, à lui dire ce que je ressentais. C'était un premier pas loin du mensonge, un pas vers ma propre guérison. Mais le chemin serait long et douloureux. J'étais mariée à un homme que j'aimais, mais qui m'avait brisé le jour de notre union. Le titre de madame me paraissait maintenant lourd et dénué de sens. Mon nom, Chloé, résonnait dans ma tête, synonyme de celle qui avait été trahie, humiliée. Ce jour-là, je n'avais pas seulement perdu un mari, une meilleure amie, j'avais perdu une partie de moi-même, une partie innocente et confiante qui ne reviendrait jamais. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. La nouvelle de mon départ précipité de la réception a fait le tour des invités, et malgré les efforts de mes parents pour minimiser les choses, les rumeurs ont commencé à circuler. Des versions déformées, des questions insistantes. J'ai dû affronter les regards curieux, les chuchotements, les appels de connaissances qui voulaient prendre
de mes nouvelles. Chaque interaction était une piqûre, me rappelant ce qui s'était passé. Alexandre a continué à essayer de me joindre pendant un temps, puis il a cessé. J'ai appris plus tard par une amie commune qu'il avait quitté la maison que nous avions achetée ensemble et était retourné vivre chez ses parents. Sophie avait également disparu de la circulation, ses réseaux sociaux désactivés, son téléphone injoignable. Il s'était isolé, peut-être pour échapper au jugement, peut-être pour vivre leur relation en secret. L'idée qu'ils soient peut-être toujours ensemble me donnait la nausée, mais au fond, cela ne changeait rien à ma douleur. Leur liaison, qu'elle ait été un coup d'un soir ou le fruit d'une relation de longue date, avait détruit ma vie. Ma vie de jeune mariée n'existait pas. Je n'avais pas emménagé dans notre nouvelle maison. Je n'avais pas déballé mes cadeaux de mariage. Je n'avais pas commencé ma vie de femme mariée. J'étais retournée vivre chez mes parents comme une adolescente. Mon statut officiel était mariée, mais ma réalité était celle d'une femme abandonnée, trahie, seule. La décision de divorcer a été difficile, mais inévitable. Comment pouvais-je rester mariée à un homme qui m'avait fait ça? Comment pouvais-je reconstruire la confiance, l'amour, l'intimité après une telle blessure? C'était impossible. La simple idée de le toucher, de partager le même lit, me répugnait. J'ai consulté un avocat. Les démarches ont été lancées. C'était un processus long et douloureux, non seulement sur le plan légal, mais aussi sur le plan émotionnel. Chaque document signé, chaque formalité accomplie était un rappel de l'échec de mon mariage, de l'échec de mon amour. Alexandre n'a pas contesté le divorce. Il a signé les papiers sans faire d'histoire. Un silence radio s'est installé entre nous. Nous communiquions par avocats interposés, des étrangers gérant la fin de notre histoire. C'était froid, impersonnel, mais c'était la seule façon pour moi de supporter la situation. Je ne voulais plus entendre sa voix, plus voir son nom. J'ai commencé une thérapie. Parler à un professionnel m'a aidé à mettre des mots sur ma douleur, à comprendre ce qui m'était arrivé, à gérer la rage, la tristesse, l'humiliation. Mon thérapeute m'a aidé à réaliser que je n'étais pas responsable de ce qui s'était passé. Ce n'était pas ma faute si Alexandre avait choisi de me trahir, si Sophie avait choisi de poignarder l'amitié dans le dos. Leur choix ne reflétait pas ma valeur en tant que personne ou en tant qu'épouse. Il reflétait leur propre manque d'intégrité et de respect. J'ai aussi réalisé que je devais faire le deuil de mon mariage, bien sûr, mais aussi le deuil de la personne que je croyais qu'Alexandre était, et le deuil de mon amitié avec Sophie. Ces personnes n'existaient plus, ou plutôt, elles n'avaient jamais existé, telles que je les avais imaginées. L'homme que j'aimais n'était qu'une façade, cachant une part d'ombre et de lâcheté. Ma meilleure amie n'était qu'une opportuniste sans scrupules. C'était une pilule amère à avaler. Le divorce a été prononcé quelques mois plus tard. Officiellement, j'étais de nouveau célibataire, mais les cicatrices étaient profondes. J'avais perdu la confiance en moi, en mon jugement, en ma capacité à aimer et à être aimé, la confiance en les autres, en la sincérité de leurs intentions. Chaque relation future me semblait teintée de suspicion, chaque sourire potentiellement un masque. La maison que nous avions achetée a été vendue. C'était une autre étape douloureuse. Vider les lieux, trier nos affaires, se débarrasser des meubles que nous avions choisis ensemble. Chaque objet racontait une histoire qui se terminait abruptement. J'ai gardé quelques souvenirs, des photos, des lettres, des petits objets qui représentaient les bons moments, non pas pour les chérir, mais pour ne pas oublier,
pour me rappeler que cet amour avait existé, même s'il s'était terminé dans la trahison. Je suis retournée vivre dans mon ancien appartement, celui que j'avais avant de m'installer avec Alexandre. C'était un retour en arrière, mais aussi un nouveau départ, un lieu neutre, pas marqué par nos souvenirs communs. J'ai changé la décoration, acheté de nouveaux meubles pour créer un espace qui soit à moi seul, un espace de reconstruction. Reconstruire a été le maître mot des années qui ont suivi. Reconstruire ma vie, ma confiance, mon cœur. Ce n'était pas facile. Il y a eu des hauts et des bas, des jours où la douleur était si vive qu'elle me coupait le souffle, où la colère me rongeait de l'intérieur, des nuits où les cauchemars revenaient, me ramenant à cette harasse, à ce baiser, à cette trahison. J'ai repris contact avec certains amis, ceux qui avaient été patients et compréhensifs. J'ai évité ceux qui étaient trop proches d'Alexandre ou de Sophie, ou ceux qui étaient trop curieux. J'ai appris à trier, à m'entourer de personnes qui m'aimaient vraiment et qui étaient sincères. J'ai aussi fait de nouvelles rencontres, des personnes qui ne connaissaient rien de mon passé, qui me voyaient telle que j'étais dans le présent. J'ai voyagé seule, une façon de me retrouver, de me prouver que je pouvais être indépendante, que ma vie ne dépendait pas de quelqu'un d'autre. J'ai marché sur des plages, grimpé des montagnes, visité des villes lointaines. Chaque pas était un petit pas, loin du passé, un petit pas vers l'avenir. Le temps a fait son œuvre, comme on dit. La douleur s'est estompée, remplacée par une cicatrice, visible mais moins douloureuse. La rage s'est transformée en une sorte d'indifférence. Alexandre et Sophie étaient devenus des inconnus, des personnages d'une histoire ancienne qui ne me touchaient plus autant. Parfois, en me promenant dans la rue, je croisais des gens qui avaient été invités à mon mariage. Leurs regards étaient parfois gênés, parfois remplis de compassion. Je n'y prêtais plus attention. Le regard des autres n'avait plus le pouvoir de me blesser. J'avais trouvé ma propre force intérieure, ma propre dignité. Un jour, plusieurs années plus tard, j'ai reçu une lettre de Sophie. Elle disait qu'elle avait besoin de s'excuser, qu'elle n'avait jamais cessé de penser à ce qu'elle m'avait fait, que le poids de sa culpabilité était insupportable. Elle parlait de sa relation avec Alexandre, qui n'avait pas duré, qui s'était terminée dans les larmes et les reproches. Elle disait qu'ils n'avaient jamais été heureux ensemble, que leur relation était née d'un mensonge et qu'elle n'avait pu survivre à la honte et à la culpabilité. Elle me suppliait de lui pardonner, de lui accorder une chance de se racheter. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je n'ai ressenti ni colère ni tristesse, juste une sorte de lassitude. Leur malheur, leur échec ne me consolaient pas. Ils ne réparaient pas les dégâts qu'ils avaient causés. Je me suis assise à mon bureau et pris une feuille de papier et un stylo. J'ai écrit une courte réponse. Je lui ai dit que j'avais reçu sa lettre, que j'avais lu ses mots. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne lui ai pas accordé de chance de se racheter. Je lui ai juste dit que j'avais tourné la page, que leur histoire n'était plus la mienne, et que je lui souhaitais de trouver la paix qu'elle cherchait. Je ne l'ai pas signée. J'ai juste mis mes initiales, CL, puis j'ai posté la lettre. Alexandre, je ne l'ai jamais revu. J'ai appris par des connaissances qu'il s'était installé dans une autre ville, qu'il avait refait sa vie. Je ne sais pas s'il est heureux. Je ne sais pas s'il a trouvé ce qu'il cherchait. Je ne me pose plus la question. Son histoire est terminée pour moi. Quant à moi, j'ai continué mon chemin. J'ai appris à vivre seule, à être heureuse seule. J'ai redécouvert des passions que j'avais oubliées. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai construit une vie solide et épanouissante.
La cicatrice est toujours là, un rappel de ce jour de juin, le jour où mon monde a basculé. Mais elle ne me fait plus mal. Elle est juste une partie de mon histoire, l'histoire de Chloé, celle qui s'est mariée avec l'homme qu'elle aimait, mais qui a été trompée le jour de son mariage. Une histoire triste, mais qui n'est pas la fin, juste un chapitre. Le chapitre le plus sombre, peut-être, mais un chapitre qui m'a appris la résilience, la force et l'importance de ma propre valeur. J'ai survécu, j'ai reconstruit, et aujourd'hui, je suis debout. La vie m'a réservé d'autres surprises, d'autres rencontres. J'ai appris à faire confiance à nouveau, doucement, prudemment. J'ai appris que l'amour peut renaître sous d'autres formes, avec d'autres personnes. J'ai appris que le passé ne définit pas l'avenir. Et ma robe de mariée, elle est toujours au fond de mon placard. Je ne l'ai jamais jetée. Un jour, peut-être, je la regarderai sans douleur, sans amertume, juste comme un vieux souvenir, un témoin silencieux d'un jour qui aurait dû être le plus beau de ma vie et qui a été le pire. Le jour où j'ai appris, de la manière la plus cruelle, que l'amour et la trahison peuvent pas parfois se côtoyer, même sous les lumières scintillantes d'une fête de mariage. Mais ce jour-là, il y a eu une fin. Et cette fin a marqué le début d'une nouvelle histoire, mon histoire.